Et en fait, je me faisais chasser par le courant qui était trop fort. Donc au niveau du torrent, il y avait plein de cailloux, donc mes genoux, mes tibias, ils tapaient les cailloux, tout ça. Et du coup, je ressors du torrent, j'étais vraiment frigorifié. Je pense que j'étais en début d'hypothermie. Et heureusement qu'on avait un refuge derrière parce que du coup, on a pu aller se réchauffer, faire un feu. Et j'ai mis, je pense, 2-3 heures avant vraiment de me réchauffer complètement. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Cette semaine, je reçois Fleury Roux. Fleury est un passionné de course d'orientation qu'il a d'ailleurs pratiqué à haut niveau puisqu'il a été membre de l'équipe de France. Cet amour des cartes et du sentiment de liberté qu'il trouve dans la discipline l'a amené, à l'été 2022, à réaliser un défi fou, une traversée intégrale de la Norvège à pied, mais pas n'importe comment. Son frère et lui l'ont fait en s'aidant uniquement de cartes papier et de boussole. Il leur a fallu 83 jours, dont 44 sous la pluie, pour parcourir les 2800 km dont la moitié était hors sentier. Fleury, c'est également un excellent trailer puisqu'il a terminé 3ème de la MCC tout récemment, c'est l'une des courses phares de l'UTMB, 40 km pour 2300 mètres de dénivelé. Et enfin, il est depuis quelques années ce qu'on appelle caméra runner, cam runner, c'est-à-dire qu'il court équipé de matériel vidéo pour permettre des retransmissions en live de courses de trail, notamment l'UTMB. Merci Fleury pour cet échange, excellente écoute à vous les frappés. Bienvenue Fleury sur le podcast. Merci Loïc de m'inviter, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi. Très très content. On s'était croisés, alors s'il y en a qui se rappellent, j'avais fait quelques stories. J'ai été parti faire un stage dans le cadre de ma prépa pour accompagnateur moyenne montagne. J'étais parti faire un stage d'orientation avec Harvick. J'avais un peu posé la question d'ailleurs sur les réseaux, est-ce que vous connaissez un bon stage pour apprendre à faire de l'orientation avec carte, boussole et tout? Et quasiment tout le monde, tous ceux qui m'avaient répondu m'avaient dit Harvick. Donc j'étais parti faire un stage avec Harvick et c'est comme ça que je t'avais rencontré, puisque tu faisais partie Ouais. de l'équipe d'encadrement, la Montagne de Lure, le stage de la Montagne de Lure. Et Exactement. on s'était régalé et en échangeant, pour donner un petit peu le contexte, j'avais découvert quelques facettes de ton parcours où je m'étais dit, punaise, mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Il faut absolument l'avoir sur les frappés. Donc voilà, très content qu'on fasse ça quelques mois plus tard. Et ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par nous expliquer dans les grandes lignes ce que tu fais. Merci Loïc, en tout cas, comme je disais, merci de m'avoir invité ici. Effectivement, on s'était rencontrés en montagne de Lure. Alors, moi, c'était dans le cadre professionnel, puisque je travaille comme accompagnateur en montagne et je suis donc formateur en orientation, notamment dans le cadre de formation pour des personnes qui préparent les diplômes de montagne, comme le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne et guide de haute montagne. Donc, voilà, je travaille avec un organisme qui s'appelle Harvick. Et l'idée, justement, c'est de former un petit peu aux techniques d'orientation, voilà, tous les futurs candidats et les futurs professionnels de la montagne. Donc ça, c'est une grosse partie de mon métier. De base, moi, je viens du monde de l'orientation. Donc, je suis vraiment passionné d'orientation. J'en ai pratiqué à haut niveau pendant plusieurs années en équipe de France, dans mes années juniors. Et après, voilà, j'ai mis un petit peu de côté la partie orientation sur le haut niveau. Et je me suis dédié justement au côté professionnel, voilà, partager ma passion, transmettre un petit peu tout ce que j'avais pu apprendre quand je faisais du haut niveau, notamment lors de ces stages avec Harvick. Excellent.
Excellent. Et alors, donc, il y a ce passé, on va dire, avec la course d'orientation où tu étais en équipe de France pendant quelques temps. Mais aujourd'hui, le sport, enfin, tu as une pratique sportive qui va plus loin que l'orientation, puisqu'aujourd'hui, tu fais du trail ultra et tu es également, alors heureusement, tu m'as donné le terme tout à l'heure, caméra runner ou cam runner. Est-ce que tu peux nous dire ce que Exactement. c'est que ça? Alors, ouais, alors déjà, moi, c'est vrai que j'ai toujours pratiqué le sport, hein, que ce soit la course d'orientation, mais à côté, j'adore le trail. Et je pratique aussi pas mal de raids multisports, le raid aventure, où on enchaîne justement les épreuves de course d'orientation, VTT, donc VTT orientation, kayak ou packraft en eau vive. Donc, ouais, j'aime beaucoup le sport, surtout les sports de nature, les sports outdoor. Donc c'est une partie de mon métier sur la partie en formation. Et en fait, une autre partie de mon métier, elle est liée aussi au sport. C'est la partie justement qu'on appelle caméra runner. Alors en fait, je travaille pour des boîtes de production qui proposent des suivis live sur des courses en trail. Un peu comme au Tour de France, on aurait des motos qui suivent la course en direct pour retransmettre les images et les faits de course. Et ben nous, en fait, on est des caméra runners, donc on suit pas les coureurs en moto, mais on les suit à pied pour retransmettre donc les courses en live. Donc peut-être que certains ont déjà vu des images de l'UTMB ou des grandes courses comme le marathon du Mont Blanc, Sierzinal, où voilà, on a un live sur 2, 3, 4 heures, voilà, des fois une journée complète. Et ben voilà, il faut des coureurs pour filmer, et moi je fais partie de ces gens-là. Donc là, cette année, tu as couvert l'UTMB? Ouais, cette année, j'ai été présent sur beaucoup d'événements, que ce soit dans le monde du skyrunning, par exemple la Skyrace des Mathésins, sur pas mal de manches UTMB, donc par exemple Transvulcania en Espagne, qui est une manche assez connue. Istria aussi, c'était une des premières manches UTMB World Series qui avait lieu en avril. Et là, bien sûr, les grandes courses UTMB, donc sur la semaine à Chamonix. En plus de ça, voilà, j'ai fait aussi des manches des Golden Trail Series comme Marathon du Mont Blanc, Sierzinal, et j'étais également présent comme camera runner en Autriche pour les championnats du monde de trail et de course en montagne qui avaient lieu début juin en Autriche. Donc voilà, j'ai pas mal aussi bossé de ce côté-là sur les événements. Énorme, énorme. Je pense qu'il va y avoir quelques anecdotes intéressantes Ouais. que tu vas pouvoir nous partager sur ce que ça fait de courir à côté d'un Kylian Jornet, d'un Mathieu Blanchard ou des phénomènes de ce genre. Mais avant ça, je voudrais bien qu'on reparte sur la course d'orientation. Oui. Et bah moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui fait, est-ce que tu arriverais à dire aujourd'hui ce qui fait que tu as accroché dans cette discipline? Donc il y a l'aspect sportif, je pense qu'on comprend bien, parce que voilà, tu es accompagnateur aujourd'hui, tu fais du trail, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui fait que ça a été la course d'orientation que tu as poussé jusqu'au plus haut niveau, jusqu'à être en équipe de France? Alors en fait, moi la course d'orientation, je l'ai découvert au collège et j'ai eu la chance de tomber sur une prof de PS qui était sportive, elle, de haut niveau dans la discipline, donc en course d'orientation. Et je pense du coup, elle a réussi avec mon frère en fait à nous transmettre un petit peu sa passion parce que j'ai commencé avec mon frère l'orientation. Lui, il a pris une licence 1 ou 2 ans avant moi et puis ensuite moi j'ai enquillé derrière. Je devais être au collège, je devais avoir 13 ou 14 ans. Et la course d'orientation, enfin moi de base je faisais de l'athlétisme, je courais, j'adorais la nature et c'était pour moi une opportunité d'explorer un petit peu plus loin que les sentiers. Voilà, généralement quand on court, quand on fait de la rando, on reste sur sentier balisé. Et moi, j'adore en fait sortir un petit peu des sentiers battus. J'adore aller voir un petit peu plus loin. Et surtout, j'adore en fait la liberté qu'apportent les cartes parce qu'en fait, on se rend compte que quand on sait lire une carte, en fait, ça nous ouvre une opportunité folle de choix d'itinéraire sur le moment, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on apprend à lire les cartes, on peut passer n'importe où en forêt, on peut aller découvrir des endroits qui sont pas très connus et dans des endroits aussi qui sont magnifiques en fait en nature. Donc il y a ce côté liberté qu'apporte l'orientation, c'est qu'on n'est pas cantonné à rester sur un sentier. Et voilà, c'est sûr que lié au côté sportif, où moi c'est sûr que j'aime bien la compétition. Moi, la course d'orientation, j'ai tout de suite accroché du coup à la discipline et me sentant progresser, ça m'a donné aussi envie de m'investir un peu plus dans la discipline, quoi. Et donc, une épreuve de course d'orientation, alors j'imagine qu'il y a différents formats, etc. Mais toi, celle Ouais. que tu as fait le plus, ça consiste en quoi? Alors, en fait, c'est un petit peu comme en biathlon où il y a justement des formats de course. Il y a le format sprint. Donc, le format sprint, c'est 15 minutes de course, hein. Donc, c'est des formats qui Ah sont oui. très, très rapides, où c'est généralement en ville.
Et donc là, ça court à plus de 20 km/h. C'est vraiment des allures de folie. Parce que, en fait, en course d'orientation, il faut être à haut niveau, il faut être capable de lire la carte à 20 km/h. C'est-à-dire, déjà, il faut être capable de courir à 20 km/h, mais en plus de ça, d'avoir une carte et de la lire à très haute vitesse. Donc, il y a ces formats-là. Moi, ça me plaisait un petit peu moins, ces formats-là, parce que ça demandait. Déjà, on était plus en ville ou dans des parcs. Moi, mes formats préférés, c'était le format moyenne distance ou longue distance, même encore plus longue distance, parce que les formats longue distance, il y avait des choix d'itinéraire, donc il y avait des plus longs poste à poste, c'est-à-dire entre chaque balise, il y avait des longs choix d'itinéraire où il pouvait y avoir 1-2 km. Et donc, ça laissait l'opportunité vraiment de faire un choix en orientation. Et ces formats-là, après, faut bien se dire qu'en compétition, ils étaient quand même assez courts. C'est-à-dire que c'était 1h30, 1h40 de course. Donc, par rapport à trail et à l'ultra, où généralement on a des formats qui dépassent même les 20 heures de course, l'orientation, ça se pratique, en tout cas à haut niveau, sur une courte distance et surtout, voilà, 1 heure et demie maximum, parce que c'est très prenant mentalement. Hein, c'est la Hmm. grosse spécificité un petit peu de la discipline, c'est qu'il y a la partie physique, mais en fait, rester concentré en orientation pendant 1 heure et demie, faire des choix, toujours savoir où on se situe, en fait, ça demande une énergie mentale folle et une charge mentale incroyable. Et du coup, des courses déjà de 1 heure et demie, 1 h 45, on finit, mais on est cramé, quoi. Comme si on avait fait un trail de 3-4 heures, quoi. Ouais. Donc voilà, les distances, elles sont pas comparables en trail. Et voilà, c'est plutôt la partie, le challenge technique et le challenge mental qui va rentrer en jeu sur des formats un peu plus longs, quoi. Ok. Donc l'idée, c'est tout le monde part. Non, tout le monde part pas en même temps, hein. Alors, non, ça Au va départ, dépendre des courses, justement. mais généralement, c'est en contre-la-montre. Et donc, il y a des départs toutes les 2-3 minutes, hein. Ok. En fait, en orientation, toutes les personnes ont le même circuit, tous les concurrents ont le même circuit. Alors, des fois, il peut y avoir ce qu'on appelle des papillons. Donc, il va y avoir des boucles. Comme ça, si les coureurs se rattrapent, ils vont partir chacun sur une boucle différente. Et ensuite, ils vont revenir à la même balise et ils vont faire la boucle ensuite que l'autre coureur a fait. En tout cas, c'est toute une organisation comme ça au niveau du traçage, mais c'est un sport individuel. Après, il existe les courses en relais, hein. Donc, comme je disais, il y a le format sprint, 15 minutes de course, le format moyenne distance, donc c'est 30-40 minutes de course, et le format longue distance, 1 h 40. Et à côté de ça, donc il y a les formats relais. Donc, les formats relais, c'est souvent, voilà, ça va dépendre, c'est des relais de 3 en compétition internationale. Et après, il peut y avoir des relais jusqu'à 10 coureurs sur des courses très populaires en Hmm. Suède et en Finlande. Mais donc là, c'est des courses d'équipe, des courses de club généralement ou des courses de pays. Voilà, comme au biathlon, il peut y avoir voilà, chaque pays qui met les 3 meilleurs coureurs lors des championnats du monde. Et là, voilà, il peut y avoir des variations de ce côté-là, mais souvent c'est un sport individuel quand même, la majorité du Ok. temps en orientation. Ok. Et donc, tu me dis si je dis des bêtises, mais en synthèse, s'il y en a qui découvrent un peu la course d'orientation, c'est pas vraiment une chasse aux œufs, hein. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on vous donne une carte, il y a des balises qui sont placées sur cette carte, et tout ce que tu as pour t'orienter jusqu'à la balise, c'est une boussole. Et donc, C'est c'est ça. ta capacité à, un, aller vite, courir vite, et puis deux, surtout, à savoir exactement où tu es et calculer le bon itinéraire. Mais Ouais, chaque balise, c'est pas genre, voilà, tu es dans une zone, il y a un rayon de 100 mètres, débrouille-toi, la balise est quelque part ici. En fait, la balise, elle est placée à chaque fois à un endroit remarquable sur le terrain. C'est-à-dire une ligne de exactement. niveau, le croisement d'un chemin avec un autre, le bout je sais pas, d'un lac ou ce genre de choses. Donc, il faut Ouais. vraiment être capable de lire la carte très précisément et de savoir à quoi correspondent les infos de la carte dans la réalité. En C'est gros, c'est ça, hein. ça, ouais, c'est exactement J'ai ça, bien tu as retenu bien les leçons résumé. Ouais, d'Harvick. t'as vraiment bien résumé. Et surtout, c'est vrai que quand on parle d'orientation, les gens pensent un peu à koh des fois en se disant, bah, justement, c'est ce côté un petit peu, je vais avoir de la chance en trouvant la balise. En fait, la course d'orientation, il y a quasiment jamais de part de chance. C'est de l'entraînement et de la rigueur pour arriver bah, voilà, à haut niveau, comme toute discipline sportive, mais encore plus sur l'orientation parce que cette part technique, justement, elle demande beaucoup d'expérience et en fait, les balises, elles sont placées à un endroit très précis. Et on sait, en fait, la balise, elle va être placée au nord-est de ce caillou-là. Donc maintenant, c'est à nous, en tant qu'orienteurs, de faire le bon choix, de prendre les bonnes décisions pour arriver le plus vite possible à ce caillou-là. Hein, comme tu le disais, c'est la précision et on cherche pas la balise normalement, on cherche un élément. Donc on cherche par exemple un caillou, on cherche un sommet. Et une fois qu'on est sur l'élément, et ben en fait là on a la balise. Donc la balise c'est une toile avec un boîtier, etc. Et là on vient poinçonner et valider en fait. Mais la balise elle vient juste matérialiser le fait qu'on est arrivé au bon élément. Ouais. Voilà.
Je me rappelle d'ailleurs, petite anecdote donc sur le stage, on avait fait une journée, enfin non, il y en avait eu plusieurs, je crois, mais moi j'en avais fait qu'une, une journée un peu test, simulation Ouais, d'épreuves, enfin d'orientation comme pour le probatoire accompagnateur en moyenne montagne. Et il y avait une balise en particulier qui était sur un plateau. Alors je sais pas si tu te souviens, mais le plateau, enfin globalement c'était relativement plat. Et puis il y avait un endroit où il y avait un petit monticule qui était peut-être 2 mètres ouais, au-dessus du reste, mais que nous on voyait pas avec la végétation. Enfin ouais. tous les élèves du stage, on avait un peu du mal à le trouver. Et vous étiez arrivés et Ouais. précisément sur le truc. Et là, c'est vrai que là, du coup, c'est hyper visible que l'expérience, enfin, ça a un Ouais. impact énorme en fait. Vous aviez En aucun fait, doute sur le fait qu'elle était là, et nous, on galérait vraiment. exactement, c'est beaucoup d'expérience parce que pareil, il faut connaître les différents terrains et un bon orienteur. On peut lui donner n'importe quelle carte sur n'importe quel terrain, il doit être capable de s'orienter rapidement, efficacement. Et généralement, c'est le problème un petit peu quand on débute, c'est que on manque d'expérience en orientation et on a du mal à aller orienter sur d'autres types de terrains. Imaginons qu'on vienne des Alpes du Nord. Si on nous donne une carte justement de montagne de Lure, Alpes du Sud, en fait, on va être un petit peu perturbé par la végétation, par le relief qui va être dessiné différemment, et même peut-être des fois de la cartographie qui aura des légendes spécifiques qu'on ne connaîtra pas. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu, ça c'est vraiment l'expérience. C'est après avoir travaillé pendant des années sur plein de types de cartes, en fait, le sommet qui soit dans les Pyrénées, au nord de la France ou dans le sud-ouest, en fait, c'est toujours le même sommet, quoi. Il faut arriver à bien l'identifier. C'est juste qu'il aura des spécificités et ça, c'est l'expérience qui fait ça, quoi. Yes. En tout cas, s'il y en a qui veulent apprendre à vraiment lire des cartes dans le détail, n'hésitez pas à aller faire ce stage avec Harvick. Moi, je me suis régalé. Puis j'avais trouvé ça. Enfin, au final, l'orientation, alors peut-être pas à haut niveau, mais je trouve qu'il y a aussi un côté un peu ludique. Tu vois, tu as la Ouais, satisfaction d'arriver sur ta balise. Tu dis, OK, celle-là, je l'ai trouvée, on passe à la suivante. oui, Et je trouve que chaque balise, c'est un peu une relance de OK, est-ce que tu vas arriver à trouver la prochaine, à trouver le bon ouais. itinéraire, etc. C'est exactement ça, en fait. Je pense que quand on le prend comme un jeu, un petit peu l'orientation, il y a toujours cette satisfaction Ouais, de OK, j'ai bien planifié, j'essaye de passer par là, ensuite de passer ici. Et une fois que tout ce que tu as prévu, ça se passe bien, en fait, ben, tu jubiles parce que c'est génial, quoi. Tu as ce sentiment de OK, bah, je commence à maîtriser un petit peu la carte. Et en fait, même nous, à haut niveau, en fait, on a le même sentiment que toi en fait quand tu débutes et c'est ce qui je pense nous fait accrocher un petit peu à la discipline, c'est ce côté justement voilà, on nous donne une carte, faut être autonome dans sa pratique et voilà, on fait nos propres choix, on prend nos propres décisions et si elles sont bonnes, bah, elles nous amènent à la balise et ça c'est super quoi. alors tu disais que toi, tu es plutôt amateur des formats longs, donc en gros 1 heure et demie de course en compétition. Ouais. Mais tu m'avais parlé d'un défi quand on s'était vu en mars-avril, là, qui était un petit peu plus long que l'heure et demie en course d'orientation. Ouais. Le Cross Norway, donc, que tu as fait avec ton frère. Un énorme, énorme challenge. C'est un record officiel d'ailleurs ou pas? Vous l'avez officialisé ou... C'est non, on n'a rien officialisé parce que c'est compliqué de dire ouais, de parler de record quand il n'y a jamais eu déjà de choses faites avant. Ouais. Et en fait, il faut un record, il faut mettre des règles, il faut que ça soit vraiment bien structuré. Alors que là, nous, on l'a fait avec notre envie, avec notre idée à nous derrière la tête. Donc ouais, on pense qu'il n'y a pas eu de, en tout cas, de course d'orientation aussi longue dans le monde, mais c'est pas un record, quoi. Ok. Ok, ok. Donc, en quoi est-ce que ça consistait exactement? Bon, le nom Alors, parle, Cross Norway, mais rentrons un peu dans le détail. ouais, alors on a appelé le projet Cross Norway. En fait, c'est une idée qui était venue il y a déjà 2 ans maintenant, puisque le projet a été réalisé l'an passé, donc l'été passé, en 2022. Donc avec mon frère, on a réalisé la traversée de la Norvège, mais c'est pas une simple traversée en randonnée ou autre. On l'a certes fait à pied, mais on l'a fait donc en orientation. Donc ça veut dire quoi en orientation? Ça veut dire simplement qu'on n'a pas utilisé de moyens technologiques, on a utilisé que des cartes pour nous orienter et des cartes assez précises. On n'a pas utilisé les cartes de randonnée du coin, on a utilisé des cartes de course d'orientation qu'on a l'habitude d'utiliser en fait en compétition, en tout cas avec le même type de légende. Donc c'est des cartes qui sont très précises. La végétation, le relief, les cours d'eau, ça va être très très précis. Et donc l'idée c'était de traverser la Norvège, donc de partir du point le plus au sud qui est Lindenesfjord et aller rejoindre le point le plus au nord, c'est le Cap Nord. Donc l'idée, c'était d'aller traverser la Norvège du sud au nord
en passant, enfin du coup en utilisant nos cartes et voilà. On a fait ça du coup en orientation, on le fait majoritairement hors sentier. Du coup, on reste pas que sur les sentiers. L'idée, c'était de tracer comme un itinéraire assez direct. Donc voilà, au total, on a passé 83 jours là-haut pour la Oh, traversée, donc tout punaise. à pied. 50% de hors sentier, parce que du coup, on n'est pas resté que sur les sentiers ou sur les routes. Beaucoup de hors sentier. Et on a fait 2800 km au total. Donc en 3 mois, ça fait une moyenne de 35 km par jour. Waouh. Punaise. Mais je me rappelle d'un élément que tu avais précisé, c'est que cette année-là, donc l'été dernier, été Ouais, 2022, habituellement l'été norvégien est plutôt ensoleillé et ouais, il pleut pas trop. Là, c'est normalement, pas oui. trop ce que vous avez vécu. Ouais, je me souviens, bah, en France, c'était la canicule, il n'y avait pas d'eau, sécheresse, et nous, là-haut, on a pris la flotte, bah, un jour sur deux. On a compté en moyenne, donc sur nos 83 jours, on a passé 44 jours, enfin en tout cas, on a eu 44 jours de pluie sur 83. Donc ce qui est quand même énorme, c'était parce que donc il y avait à la fois le challenge physique, parce que c'est quand même long, le challenge technique, parce qu'il faut quand même orienter, t'es toujours en prise au niveau mental pour orienter. Et il y avait tout, ben, les différents challenges à côté, notamment au niveau mental, ben, la gestion de l'humidité, parce que quand tu passes 44 jours sous la pluie, ben, c'est pas très agréable. Et aussi l'humidité au niveau des pieds, parce qu'en fait, il faut savoir que la Norvège, là-haut, c'est quand même bien humide au niveau du sol. Il y a beaucoup de ruisseaux, de torrents, de marais, de tourbières. Et en fait, on a tellement traversé des zones comme ça. On a passé, on avait calculé aussi, 81 jours sur les 83 jours. On a eu 81 jours, on a fini les pieds mouillés. C'est-à-dire qu'on a passé les pieds mouillés 81 jours sur les 83. C'est énorme. Ça veut dire que le soir, en fait, on faisait sécher tout simplement nos pieds. Et le lendemain, on savait qu'on remettait les chaussettes mouillées et les chaussures mouillées parce que derrière, on traversait des tourbières, marais, ruisseaux et on avait constamment les pieds mouillés, quoi. Ouais, ça, s'il y en a qui sont jamais allés en Norvège, j'en reviens là avec l'expédition avec les Ouais, bâtards, dont je parlerai bientôt dans un épisode. Et on a fait quelques randos, on était au-dessus de Bergen, entre Bergen et Alesund, en gros, si ça te mm, rappelle ouais, quelques coins. Et effectivement, enfin, évidemment, tu vois que la Norvège, je crois que c'est le pays qui a le plus d'îles au monde, donc il y a effectivement possible. beaucoup d'eau quand tu es en Norvège. Mais il y a aussi beaucoup de. C'est extrêmement humide et enfin, les deux randos qu'on a fait et toutes les randos qu'ils ont fait sur le reste de l'expé, ils étaient à chaque fois trempés parce que tu marches. Ouais, C'est pas vraiment de l'herbe dure en fait, ouais, c'est un peu des tourbières. Tu c'est as ça. l'impression, tu dis, ah bah là il y a une butte, je vais mettre le pied dessus, puis en fait c'est pas une butte, c'est juste une espèce de tas de mousse où tu t'enfonces jusqu'à jusqu'à la malléole. Enfin, ouais, très humide. Ouais, ouais, ouais. Nous, on s'en est bien rendu compte et on s'y attendait, enfin, on s'attendait pas à autant de pluie. Après, je pense que ça a été un été particulier puisque toutes les personnes qu'on a vues là-haut, en fait, nous disaient, mais vous avez pas de chance, on est en train de prendre l'été le plus pourri au niveau météo depuis 25 ans. Donc, nous, ça fait chier. Le seul été où on décide de traverser la Norvège, on se chope toute la pluie, quoi. Et Mais bon. pourquoi la Norvège en particulier? Alors en fait, donc comme je disais un petit peu, les cartes qu'on a utilisées, ce sont des cartes de course d'orientation. Et en France, on a les cartigènes, par exemple, donc c'est des cartes de randonnée. Là-haut, ils ont aussi leurs cartes de randonnée. Mais nous, on a utilisé un autre type de cartes, donc c'est les cartes de course d'orientation qui sont plus précises. Et l'avantage, c'est qu'en fait, là-haut en Norvège, tout le pays est cartographié avec ce type de cartes-là. En fait, c'est des cartes qui sont générées automatiquement par satellite. Ça s'appelle des cartes LIDAR, mais elles sont extrêmement précises. Donc, à la moindre, tous les 5 mètres de dénivelé, on a la courbe de niveau qui marque très bien le relief. Au niveau de la végétation, on a aussi ben, voilà, des super détails. Pareil au niveau des ruisseaux, des zones humides, etc. Donc, en fait, à l'époque où on a commencé le projet, il y avait que la Finlande et la Norvège et l'Espagne, je crois, qui étaient équipées de ces cartes-là, en fait, en tout cas sur l'intégralité du pays. Et en fait, c'est ce qui a été un peu le moteur du projet, c'est que nous, en tant qu'orienteurs, on a su ben, que voilà, toute la Norvège était cartographiée comme ça et on s'est dit ben, c'est l'occasion en tout cas d'aller traverser un pays et d'utiliser des cartes de concentration. Alors depuis, je sais qu'il y a la Suisse aussi qui est cartographiée comme ça. La France, peut-être en 2025, il y aura toute une cartographie comme ça aussi, LIDAR. Donc voilà, ça va un petit peu s'ouvrir un petit peu ce type de carte. Mais il faut savoir qu'elles sont quand même difficiles à lire. Et c'est vrai que si je te montrais une carte ou si je montrais une carte de présentation à n'importe qui, ben, il trouverait ça même quasiment illisible parce qu'il y a tellement d'éléments sur la carte
que quand on a un œil extérieur et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser des cartes de course d'orientation, et ben en fait on s'y perd un petit peu et on a du mal à simplifier la légende. Alors que par exemple sur nos cartes hygiène, on a une légende qui est vraiment très très simplifiée et donc du coup elles sont déjà plus faciles à lire d'un point de vue visuel, quoi. Ok, d'accord. Et donc, mais attends, parce que les cartes, tu disais que Ouais. vous les avez utilisées sans moyen, enfin, il n'y a pas eu d'utilisation de moyens technologiques. Non. Ça représentait combien de cartes? Ben, en gros, on avait 252 cartes au total. Alors, il y a peut-être une question que les gens vont se poser, c'est qu'on n'avait pas. Il y a ce côté assistance qui a été un des points clés de l'aventure, c'est-à-dire que on n'a pas fait ça en autonomie complète. Au début, quand on avait envisagé le projet, on imaginait se faire livrer des colis, donc avec des cartes, avec de la nourriture, etc. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout anticipé avant. On a préparé toute la nourriture, on a fait du déshydraté, donc on a fait des sachets pour chaque jour, pour les petits déjeuners, pour les dîners du soir. Et on a tout chargé en fait dans le camion de ma sœur et de son copain qui sont kinés et qui nous ont suivis en fait là-haut en Norvège. En fait, eux, ils ont fait leur petit voyage aussi là-haut avec pour objectif de nous ravitailler tous les 6-7 jours ou tous les 5-6 jours. Et des fois, on les voyait plus souvent. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois qu'on passait en ville, bah, en moyenne, tous les 5-6 jours, on les retrouvait et on récupérait donc des cartes qu'on avait déjà imprimées avant en France et on retrouvait de la nourriture et éventuellement du nouveau matériel. Du coup, voilà, sur les 83 jours, en fait, on les a retrouvés régulièrement en ville pour récupérer un petit peu et pour qu'on ait une assistance. Donc, on était en semi-autonomie hein, sur cette traversée. On avait des autonomies complètes jusqu'à 6 jours, mais en réalité, après tous les quelques jours, on les retrouvait pour récupérer cartes et nourriture, quoi. Avec les conditions que tu as décrites là, 44 jours de pluie sur 83, même enfin en étant autonome 6 jours, ça fait déjà long, non? Parce que ça veut dire que Ouais, t'es tout, enfin le matos, en vrai, il a pas le temps de ben, sécher. c'est ça, en fait, de toute manière, même quand on les retrouvait, en fait, quand on était en ville, en fait, on dormait quand même en tente. Enfin, je veux dire, Ouais, donc en fait, nous, dans tous les cas, on dormait en tente, et parce qu'eux, ils avaient juste un camion, quoi. Donc, ils dormaient dans leur camion et nous, on dormait en tente. Alors, il y a 2 fois à Trondheim, on a dormi sur un sol dur et aussi, je me souviens plus, c'était à Bodo, je crois, au nord. On a dormi dans une auberge de jeunesse. Le reste, en fait, on a réussi quand même à trouver tout au long du parcours des petits refuges. Alors, il y a un système qui est vachement bien en Norvège, c'est que tous les refuges sont gérés euh, par un organisme, mais je crois que ça appartient. En tout cas, c'est très bien géré. On avait juste à récupérer une clé au début de l'aventure et on avait accès à tous les refuges de Norvège. Et à chaque fois qu'on arrivait à un refuge, en fait, tu payes ton refuge directement sur place, mais tu n'as personne, tu n'as pas de gardien, tu n'as personne ok, pour ouais. t'ouvrir. C'est juste tu viens avec ta clé, mais par contre, tu peux dormir au sec. Et on a quand même pu dormir. Il me semble qu'on a fait tu vois, sur les 80 jours, on a dû faire une trentaine de nuits finalement au chaud. Parce que on a pu trouver soit des refuges, soit des petites cabanes de pêcheurs, des cabanes de chasseurs, des fois qui étaient ouvertes. Donc du coup, on allait dedans aussi. Voilà, on a essayé de trouver des opportunités comme ça pour dormir au sec, un petit peu à droite à gauche, parce que c'est sûr que quand on prend 44 jours de pluie, Ouais. t'es content de pouvoir faire sécher des affaires à certains moments. Et des fois, bah voilà, quand il pleut dehors et que toi t'es au sec, bah ça te fait du bien. Rien que le confort au niveau mental, il est génial, quoi. Justement là, puisque tu parles de mental, comment tu le gères? Moi, alors, je sais pas si c'est un. Moi, j'ai un truc avec la pluie en tout cas. Tu vois, quand je Ouais. préparais la PTL, comme je savais qu'on allait être dehors longtemps, Mm. j'avais fait enfin, j'avais fait quelques exercices d'anticipation, tu vois, notamment sur la pluie. Donc moi, j'ai un truc avec la pluie, mais je dis, mais 44 jours, quand tu sais que il y a de fortes chances que tu sois trempé à la fin de ta journée et que le lendemain tu repars, tu es déjà trempé. Comment, enfin déjà, est-ce que pour toi mentalement c'était effectivement un truc un peu, enfin qu'il a fallu gérer, et dans tous les cas, comment est-ce que vous l'avez géré avec ton frère? Alors, ouais, c'est forcément la météo, c'est quelque chose, c'est une des choses qui impacte le plus le moral sur une aventure comme ça si longue. Parce que c'est sûr que quand tu avances sous le soleil, qui fait beau et que tu as une belle végétation autour de toi, que tu vois des montagnes, etc., mentalement, tu te sens quand même beaucoup mieux. Quand tu te prends la pluie toute la journée, tu vois rien du tout, tu es dans le brouillard, franchement, c'est dur. Et en fait, nous, une des clés de notre aventure, c'était, enfin, une des motivations, c'était justement bah, ce côté paysage.
et ce côté nature. Et en fait, nous, on était là aussi pour voir du paysage, pour profiter un petit peu de l'environnement qui est autour de nous. Et en fait, le fait qu'on ait eu 44 jours de pluie, c'était pas tant l'eau finalement qui était gênant, c'était surtout le fait qu'en fait on voyait pas quoi. Quand il pleut, en fait, tu vois pas à 5-10 km parce que voilà, c'est visibilité réduite, il y a souvent du brouillard, des nuages, et donc c'était plutôt ce côté frustration au niveau on est dans des beaux paysages, on traverse des superbes montagnes et en fait on voit rien de ce qu'on traverse, et ça c'était frustrant. Après c'est sûr que le côté humidité à gérer était pas, c'était vraiment pas évident, mais notre corps il s'est vraiment bien adapté, et puis même notre mental en fait. C'est sûr que si au début tu nous aurais dit on va prendre 44 jours de pluie sur 83 jours, ça donne pas envie. Et même nous mentalement on n'est pas prêt à affronter ça. Par contre là on l'a vécu petit à petit, et en fait on s'adapte quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné quand tu as vécu 2-3 jours de pluie d'affilée, tu te dis ok en fait ça me fait absolument rien du tout. Enfin je veux dire physiquement ça m'atteint pas, mentalement ça t'atteint un peu parce que c'est pas agréable, mais en fait une fois que tu l'as fait, tu sais que tu es capable d'avancer quand même sous la pluie. Et après je pense quand il pleut, nous on s'est vraiment raccroché, c'est peut-être ce qui t'est arrivé aussi sur la PTL, mais nous on s'est raccroché à l'objectif final. C'est en fait il t'arrive des trucs que t'as pas forcément anticipé, il pleut plus que prévu. Par contre derrière ton objectif final c'est d'arriver au Cap Nord ou c'est de finir telle course. Du coup affronte les difficultés comme elles viennent, et dans tous les cas c'est la météo, c'est la montagne, c'est comme ça en fait, tu peux rien y faire, et à toi de prendre les éléments que tu n'avais pas prévus, à toi de les prendre de manière positive justement pour continuer à avancer et te dire tu vois finalement nous on est content de se dire ouais on a fait une traversée de la Norvège, il a plus 44 jours, en fait on a vécu quelque chose de plus dur de ce qu'on avait imaginé, et finalement tu en ressors aussi avec plus de confiance, tu te dis en fait 44 jours de pluie je les ai faits, et ça m'a pas tué, ça m'a pas rendu malade, ça voilà, ça te rend plus fort finalement de se dire j'ai vécu ces choses-là qui n'étaient pas prévues, et j'ai réussi à les surmonter, et ça c'est quand même, tu gagnes en confiance quand même après ce genre d'aventure. C'est clair. Ça fait une super transition. J'allais te demander du coup quels étaient pour toi les apprentissages, tu vois, de cette énorme traversée. Alors peut-être que d'un point de vue technique, il y en a eu, tu vois, sur la lecture de cartes, etc., sur une durée aussi longue, mais plus Ouais. sur la partie vraiment perso, tu vois. Comment est-ce que tu as grandi après ces 83 jours et 2800 km à travers la Norvège? Alors, c'est sûr que la partie technique, c'était le plus gros challenge, je pense, c'était la charge mentale qui était liée à l'orientation. Parce que quand tu suis un sentier balisé, en fait, tu te fais, entre guillemets, tu te fais pas chier, quoi, entre guillemets, c'est-à-dire, tu as juste à suivre et tu peux T'es penser à porté autre chose, tu presque. peux être dans Ouais. tes pensées, voilà, tu es porté par le sentier. Là, tu es porté par rien du tout, tu es porté par tes décisions, tu es porté par ton cerveau qui te dit: «Tu dois prendre telle ou telle décision», et franchement, toutes les 5 minutes, tu réfléchis où c'est que tu vas passer. Alors nous, l'avantage, c'est qu'on était deux avec mon frère, donc on pouvait se répartir la charge mentale liée à l'orientation. C'est qu'à un moment donné, lui, il orientait, à d'autres moments, c'était moi. Donc on essayait chacun de trouver des moments de repos vis-à-vis de ça. Donc là-dessus, c'est vrai que ça nous a fait prendre conscience, même si on en était déjà un petit peu conscient, que ouais, 83 jours en orientation, ça fatigue énormément au niveau du cerveau, au niveau des prises de décision. Par contre, ça apporte une telle liberté que derrière, en fait, on se sent capable de partir n'importe où en montagne, dans n'importe quel type de terrain. Je veux dire, ça me fait plus peur. Disons que j'ai assez de confiance pour me dire, tu me fous n'importe où sur Terre ou dans telles conditions, je sais que derrière, si j'ai une carte ou avec les réflexes qu'on a pu adopter, en fait, on arrive à orienter, on arrive à se débrouiller, et le ressenti, ça nous fait plus peur, quoi. Après, on a beaucoup appris sur nous, je pense, sur déjà de vivre une aventure à deux. C'est pas évident parce que on est 24 heures sur 24 avec la même personne. Donc moi, mon frère Corentin, j'avais l'avantage de bien le connaître avant, et qu'on s'entende plutôt bien. Mais on a quand même eu des gros moments où des engueulades, des moments de moins bien, parce que en fait, voilà, c'est très difficile de vivre 24 heures sur 24 avec la même personne. Et ça, c'est un petit peu aussi un bilan qu'on fait, quoi. C'est que derrière, il a fallu du temps pour euh, encaisser un petit peu le projet à deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il y a eu des jours difficiles, mais derrière, on a quand même réussi à rester soudés et d'avoir fini cette aventure soudés ensemble. Je pense que ça, c'est une vraie force, en tout cas, Hmm. pour nous, parce que c'était pas évident. Et je pense, il y a un autre côté, enfin, là, cette aventure, elle nous a donné une grande confiance sur notre côté physique. Et moi, c'était ce que j'étais venu chercher aussi mental, c'est qu'en fait,
À un moment donné, on savait qu'on allait se retrouver dans des conditions difficiles, qu'on allait en chier, que ça allait être dur physiquement, mentalement, que des fois on allait en avoir marre, on allait peut-être vouloir arrêter. Et en fait, d'avoir vécu ça et de voir comment notre corps réagit, en fait, c'est tout simplement ça. C'est tiens, dans les gros moments de difficulté, comment est-ce que je réagis, quoi. Et ça nous a beaucoup apporté, je pense personnellement, de se dire, bah, on a réussi à affronter des difficultés et on savait pas comment nous on allait réagir à ce moment-là. Après 60 jours, quand tu prends la pluie, quand tu traverses des torrents, bah, en fait, voilà, comment est-ce que tu réagis? Ça nous a apporté quand même pas mal d'éléments et surtout beaucoup de confiance de voir notre corps nous adapter. Les premiers jours, on faisait 30 kilomètres, on était fatigué comme tout, on se disait mais ça va être très très long. En fin d'aventure, on arrivait à faire des journées à 45 kilomètres. On sentait, enfin, notre corps, en fait, il s'était adapté à l'allure, il s'était adapté au hors-sentier. Et ça, c'était quand même incroyable de sentir ça, en fait, dans son corps. Tu l'imagines parce que tu as déjà lu des récits d'aventure, tu as déjà lu des gens faire des longues traversées, des choses comme ça. Mais tu te dis, mais comment ils font ces gens-là? Et toi, de le vivre par toi-même, de te dire, bah ok, en fait, ouais, j'ai réussi à faire ces 80 jours là, 2800 km, et en fait, sentir que mon corps, il allait mieux après 40 jours que au bout de 2-3 jours d'aventure, quoi. De sentir C'est que, ouais, incroyable. il s'était vraiment adapté. Donc ça a été un petit peu ce on en a retiré de cette aventure. Et tu l'as, enfin, je veux dire, tu vois, le fait que ton corps s'adapte, est-ce qu'il y a eu vraiment, tu arrives à dire s'il y a eu un moment pivot, c'était, je sais pas, après X jours, X semaines, ou ça a été assez progressif? De mon côté, je l'ai ressenti au bout de 15-20 jours. Au bout de 15-20 jours, j'ai commencé à avoir des bonnes sensations. Ok. Euh, et je pense que ça se fait progressivement, mais entre les 5-6 premiers jours, ils sont délicats quand même. Ils sont vraiment délicats parce que... Alors, ils sont délicats de deux côtés parce que déjà, tu commences, donc tu sais que ça va être long. Et donc, tu te dis, mais tu finis les journées, tu es cuit, et tu te dis, mais comment je vais faire pour aller au bout? Et en plus de ça, bah, tu découvres un petit peu l'environnement dans lequel tu es. Tu vois, les forêts et les marais en Norvège, ils sont pas du tout comme en France. Donc, quand tu avances dans un marais, bah, en fait, ton corps, tes muscles, ils doivent s'adapter, que ta foulée même, elle doit s'adapter. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut une dizaine de jours un petit peu d'acclimatation ou en tout cas d'adaptation. Et derrière, ensuite, ben, le corps, il se met en route. Et après, on a plus une fatigue de fond à gérer. Parce que même si le corps s'est adapté, on a la courbe d'adaptation qui monte. Par contre, on a la courbe de fatigue qui monte aussi. Et du coup, il faut savoir la gérer parce que ben, plus on continue, plus la fatigue s'accumule et on va avoir aussi des moments un petit peu difficiles à gérer de ce côté-là. Et avec l'humidité, vous n'avez pas eu de problème, notamment au pied, vous n'avez pas eu de problème de peau, avec des champignons, des trucs comme ça? Non, étonnamment, on n'a Ah rien eu ouais, du tout. punaise. Ça, c'est vraiment, on a vraiment eu de la chance, je pense, là-dessus. Alors, on a eu des petites blessures, des petits trucs comme ça. Mon frère, au bout de 2-3 jours, il avait déjà une bursite parce qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser des chaussures qu'on a utilisées là en Norvège. Donc, il avait, bah voilà, une inflammation au niveau du talon. Par contre, sous les pieds, on n'a jamais eu d'ampoule. Et ça, je sais pas vraiment comment on a fait. Enfin, on n'a rien touché, on Punaise. les a même pas préparés avant. On n'a rien fait pendant. Ce qu'on faisait juste, c'est qu'on les séchait bien la nuit parce qu'on savait que le lendemain, ils allaient être à nouveau humides. Et ouais, on finissait les journées avec les pieds un peu blancs, tu sais, tout fripés quand tu viens de nager Ouais. longtemps. Et ben, nos pieds, ils étaient comme ça au début sur les premières étapes. Et après, je sais pas, ils se sont vraiment aussi adaptés. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que ben, sur ce genre de long projet, ben, les adaptations de ton corps, elles sont quand même assez folles et c'était marrant à voir, quoi. En tout cas, pour nous d'extérieur, c'était marrant à voir. Excellent. Est-ce qu'il y a un moment de cette expé ou une anecdote, tu vois, qui t'a vraiment marqué, qui représente un peu ce que vous étiez allé chercher ou les difficultés que vous avez rencontrées? Ben, je pense que si on parle de difficulté, on a eu un moment au 15e jour où on a fait face en fait à un énorme torrent qui provenait de glaciers. Et le truc, c'est que là où on devait le traverser, il devait y avoir un pont. Mais on est arrivé, on était le 15 juin, et le 15 juin, en fait, faut savoir qu'en juin, les ponts, ils sont pas installés, en fait, en Norvège, parce que c'est trop tôt dans la saison. Leur saison d'été, elle est un petit peu plus tard. Donc on arrive ce 15e jour en fin de journée. On avait un refuge en plus juste derrière le torrent. Et on devait dans le refuge, et là on arrive en fait, et le pont n'est pas installé, donc on a juste en fait les câbles du pont qui traversent le torrent. C'est un torrent qui faisait à peu près 20-30 mètres de long environ, donc il est quand même assez large. Et là, on savait pas trop quand le traverser, puisqu'en fait, enfin, le torrent était glacé, quoi. Il faisait, honnêtement, il devait être à 4-5 degrés, quoi. Ça venait vraiment de la neige des glaciers. Et du coup, bah, mon frère, il commence à
traverser. Alors lui, il se sentait pas de traverser à pied. Du coup, il traverse sur le câble, en fait. Donc, on avait les sacs de 15 kilos. Donc, il traverse en pont de singe. 15 Donc, kilos les ça veut dire sacs? que, voilà, un peu, là, en plus, on était en début d'itinérance. On venait de partir sur une itinérance. Donc, on devait avoir entre 13 et 15 kilos. Donc là, il traverse. Donc, ça veut dire qu'il se met en pont de singe. C'est-à-dire qu'il attrape le câble ben, par les mains et avec les pieds. Et il traverse comme ça, cochon pendu, tout le truc. Faut savoir qu'en dessous, c'était un torrent assez énervé avec des cailloux, tout ça. Et ouais, il finit la traversée, il avait les bras mais complètement tétanisés. Vraiment, il a eu vraiment très très peur, quoi. Je pense que c'est une des ses plus grosses peurs de sa vie, c'est de lâcher quoi au milieu du torrent. Et moi, du coup, honnêtement, je me sentais pas du tout assez fort des bras pour traverser. Et ayant vu mon frère déjà être vraiment en difficulté, ben, de l'autre côté là, bah, j'ai décidé de traverser un peu plus bas là sur le torrent où j'avais vu un petit passage peut-être où j'ai l'impression que ça pouvait éventuellement passer. Donc je commence à m'engager et en fait la force du courant était trop forte de ce que j'avais imaginé et j'ai commencé à me faire chasser. Donc en fait je me suis fait un peu emporter par le courant quoi. Donc j'ai commencé à mettre des mouvements de crawl pour essayer de traverser le plus vite possible et en fait je me faisais chasser ben, par le courant qui était trop fort. Donc au niveau du torrent, il y avait plein de cailloux, donc mes genoux, mes tibias, ils tapaient les cailloux, tout ça. Et du coup, je ressors du torrent, ben, j'étais vraiment frigorifié. Enfin, je pense que j'étais en début d'hypothermie. Et heureusement qu'on avait un refuge derrière parce que du coup, on a pu aller se réchauffer, faire un feu. Et j'ai mis, je pense, 2-3 heures avant vraiment de me Waouh. réchauffer complètement. Et j'avais les jambes, j'avais des bleus, sur les genoux, sur les tibias, parce que j'avais tapé de partout dans le torrent et je m'étais fait un peu emporter, quoi. Donc là, ça a été vraiment un des moments un peu épique de l'aventure, un truc vraiment, on s'y attendait pas. On savait qu'on allait avoir de l'eau, des torrents, mais ça là, ça nous a quand même bien marqué et ça nous a beaucoup refroidi sur le reste de l'aventure où à chaque torrent, bah franchement, on y arrivait, on n'était pas serein quoi. Ouais, ah, tu m'étonnes. Vous avez ramené des images de l'expé? Ouais, on a ramené beaucoup d'images, bah, notamment ces passages-là, on les a filmés par exemple. En fait, on a beaucoup filmé et on a quelqu'un qui est venu aussi 2 fois durant le projet, qui est venu autour du 30e jour et à la fin. Et on a déjà réalisé un film en fait qu'on a passé en avant-première pour tous les gens qui nous avaient suivis lors du projet. Et là, le film, on est en train de le retravailler un petit peu. Alors c'est une version, là on a fait une version longue qui fait à peu près 1h20. Et là, on travaille sur une version un petit peu plus courte pour le projeter en festival de montagne, etc. Donc, on est en train de travailler dessus. On espère qu'il sera présenté peut-être dès cet hiver sur des festivals. Sinon, on a déjà calé des dates. Par exemple, en fin d'hiver, on aura des dates aussi pour présenter le film. Donc voilà, après toutes les informations, nous on met tout sur notre page Instagram Across Norway. Donc si les gens sont intéressés derrière, ils pourront aller voir. Mais déjà sur notre page Across Norway, on a plein de petites vidéos qui ont retracé un peu notre aventure qu'on avait filmé juste nous à la GoPro. Donc voilà, l'idée c'était aussi de partager un petit peu ce qu'on a vécu et de parler un petit peu d'orientation dans le film aussi quoi. Génial. Génial, bah, je mettrai les liens vers le compte Instagram. Ouais, c'est gentil. Et puis, bah, puisque tu parlais de GoPro, ça fait une transition Ouais, parfaite sur ce que tu ouais. évoquais au moment de ta présentation, ton activité, ton taf de caméra runner. Déjà, première question, comment est-ce que... Alors attends, première question, avant la première question, c'est depuis quand est-ce qu'on a des caméras runners sur les courses? Parce que je t'avoue que j'y réfléchissais, je me disais, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des lives notamment sur Ouais. l'UTMB, mais j'imagine Alors, que non. je crois que les premiers lives, les premiers lives ont dû être réalisés sur l'UTMB. On devait être en 2015 ou 2016, mais là, j'ai pas les chiffres exacts. Après, les premiers lives de qualité, je pense que c'est 2017, 2018, avec du meilleur matos. Moi, j'ai commencé en 2019, Ok. c'était sur le marathon du Mont Blanc, et j'ai commencé de manière assez, j'avais couru le cross du Mont Blanc en fait la veille. Et l'équipe du Marathon du Mont Blanc, et notamment qui est sponsorisée par, c'était une Mangée Golden, donc par Salomon, donc est venue me voir en me demandant si je souhaitais aider pour le live et courir, retransmettre sur certaines parties de course. D'abord, ils cherchaient plutôt des coureurs, des bons coureurs, plutôt que des gens qui sont dans le monde de la vidéo ou voilà, c'était plutôt d'abord des coureurs. Moi, j'ai aucune formation dans le milieu audiovisuel, niveau technique, tout ça, je connaissais pas grand-chose.
Donc j'ai plutôt commencé comme ça, ouais. Je crois que ça devait être 2019, sur un de mes premiers lives. Et ensuite, ben, j'ai commencé, du coup, j'ai rencontré des gens, j'ai commencé, entre guillemets, à me faire connaître, parce que du coup, j'ai filmé sur des courses et ça se passait plutôt bien. Et en fait, faut se rendre compte qu'il n'y a pas énormément de coureurs qui peuvent faire ça, puisque déjà, il faut avoir un excellent niveau pour filmer les courses. Et ensuite, généralement, les coureurs de haut niveau, ben, eux, ils font les courses. Donc, en fait, faut trouver des coureurs qui sont en dessous des coureurs de haut niveau, mais qui courent quand même assez bien pour pouvoir les filmer, quoi. Donc, c'est pas évident. Il n'y a pas un gros panel de coureurs non plus sur ce genre de live. Et voilà, c'est comme ça un petit peu que c'est venu. Et moi, maintenant, depuis, je bosse ben, beaucoup avec Outdoor Sport Live, ben, qui retransmettent les courses UTMB. Mais ça peut m'arriver de travailler aussi pour d'autres boîtes de production, de réalisation, comme cette année, où là, j'ai dû bosser avec 3-4 boîtes au total, quoi. Ok. Mais donc là, c'est pas du tout une activité bénévole, tu es rémunéré, Non. c'est vraiment un taf rémunéré que tu fais là. Ouais, exactement. On est payé. Moi, je suis prestataire, donc on est payé à la journée de travail avec eux. Effectivement, c'est pas bénévole, quoi. C'est d'ailleurs les lives, ça coûte assez cher quand même, hein. Je pourrais pas t'aider le chiffre, mais c'est quand même voilà des montants qui sont assez importants et quand les organisations investissent dans un live, voilà, c'est derrière, on est quand même censé faire un bon retour parce que il y a quand même une grosse équipe. Alors certes, il y a nous sur le terrain, mais en fait, nous, on n'est qu'une petite partie du live parce que derrière, il y a la régie. Ils sont énormément. Alors, ils sont encore plus sur les courses de l'UTMB. Je crois que au total, pour le live, on devait être une soixantaine sur l'UTMB, tu vois, pour le live de Ok. l'UTMB. Et quand tu rentres Ouais. dans la régie, tu as, je sais pas, 50 écrans de partout. Voilà, c'est vraiment une grosse machine qui est super bien rodée maintenant, bah, notamment pour l'UTMB. Et, euh, et ouais, on est nombreux à faire ça et bah, du coup, il y a une petite économie qui s'est créée aussi sur ce côté-là. Et il y a de plus en plus de courses ici qui sont demandeuses un petit peu d'un live sur leur Ouais. événement parce que ça valorise à la fois la course et à la fois le territoire autour. Quand tu as des belles images en drone, ben voilà, des massifs autour, il peut y avoir à certains moments ben, des communautés de communes, des villages qui investissent un petit peu aussi dans le live justement pour faire parler un petit peu d'un point de vue tourisme. Un peu comme au Ouais. Tour de France, ben voilà, des fois ils montrent des images de telle station ou autre. Voilà. Yes. Ok. Et donc, d'un point de vue technique, donc, ce que tu m'avais expliqué, tu me dis si je me trompe, c'est qu'en fait, évidemment, tu fais pas toute la course. C'est-à-dire quand tu couvres l'UTMB, bah, c'est pas le même caméra runner qui prend le départ et qui fait tout le live jusqu'à l'arrivée. Donc, il y a des sections où selon la durée de la course, le type de course, bah, ces sections sont plus ou moins longues. L'UTMB, là, en l'occurrence, quand tu l'as couvert, c'était des sections de combien que vous faisiez? Alors là, cette année, sur l'UTMB, on a filmé des sections de 15 km. Je crois que c'était 15 km. Alors souvent, sur les ultras, on peut aller jusqu'à 20 km, voire 25 km. Ça m'est arrivé de faire des sections de jusqu'à 25 km. Mais généralement, ça va ouais, entre 10 et 20 km les sections. Donc oui, on n'est pas capable, nous, en tant que coureurs, de filmer toute la course parce que sinon on gagnerait la course, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est plusieurs. On se répartit un petit peu la charge de travail. Donc on a quelqu'un qui travaille sur un plan de tournage et on sait exactement, ben voilà, que les premiers vont passer de telle heure à telle heure et que nous on va filmer, je sais pas, le top 1, le top 2, top 3 hommes. Que voilà, ensuite on va faire demi-tour, on va chercher les femmes, etc. Donc tout est bien structuré pour essayer d'avoir le plus d'images possible et le plus de sources possibles et de pas manquer. Le pire dans un live, enfin le pire, c'est pas très grave, mais c'est que si des fois il peut y avoir des bugs techniques, et c'est ce qui arrive régulièrement, parce qu'en fait on est en montagne, donc des fois on dépend du réseau, enfin on dépend même tout le temps du réseau, et en fait ben, des fois ça fonctionne pas parce qu'il n'y a plus de réseau à ce moment-là, et du coup ben, on perd une source, et du coup s'il n'y a plus aucune source, ben, en fait on n'a plus aucune image à diffuser. Hmm. Donc c'est pour ça qu'on est réparti un petit peu tout au long du parcours, et ouais, généralement on se fait des sections entre 10 et 20 km, quoi. Ok. Et donc, d'un point de vue matos, comment tu fais pour qu'il y ait une transmission en live qui se fasse? T'as quoi avec toi? Alors, alors ça va dépendre avec qui je vais travailler. Sur les lives UTMB, si je prends cet exemple-là, là on travaille avec une GoPro. Donc la GoPro, elle est reliée à un stick qui la recharge automatiquement. Ça nous sert de perche pour filmer en fait. Sur la GoPro, on a le stabilisateur à intégrer.
ce qui nous permet justement des fois même avec le mouvement du bras, parce qu'on peut pas stabiliser notre bras au complet, d'avoir quand même des images qui sont plutôt fluides. Ensuite, la GoPro elle est reliée, donc derrière nous dans le dos on a un sac. Dans ce sac on a un boîtier. Ce boîtier il est relié à un ventilateur, à une batterie et à 4 ou 5 clés 4G, parce qu'on doit être capable des fois du coup de filmer sur 2-3 heures, et en fait on a un petit ventilo qui permet de refroidir le système. Ah ouais. Et au total, on a un peu moins de 2 kilos sur le dos. On a autour de 2 kilos dans le dos, avec les clés 4G et le boîtier. Donc ça, c'est tout lié en Bluetooth, les deux. Et derrière, du coup, ben, nous, les images qu'on fait à la GoPro, en fait, elles sont renvoyées directement à la régie. Donc il y a un écart de 20 secondes, je crois, entre au moment où on fait nos images et le moment où c'est diffusé à la télé. Donc il y a un petit écart. Et voilà. Donc c'est un petit peu le matos qu'on a là, par exemple, sur les lives UTMB. Donc il y a quand même une petite partie matos à savoir gérer, parce que des fois tu peux avoir des merdes un petit peu techniques. Ça arrive régulièrement, mais au fur et à mesure des années, en fait, ben, ceux qui ont travaillé sur les produits, sur le matériel, ils savent un petit peu où sont les problèmes techniques, et ils essayent de résoudre ça d'année en année. Mais il faut bien se dire que c'est quand même quelque chose de nouveau. Et actuellement, on a un système, peut-être que dans 2 ans, ça sera totalement différent. Ouais. Je me souviens, les premières années, ils nous disaient, ils avaient des sacs de 7 kilos pour commencer à filmer, tu vois. Donc, il y avait des câbles branchés de partout. Enfin, tu vois, ça pouvait se débrancher. Du coup, il fallait connaître un petit peu à chaque fois où c'est qu'il fallait rebrancher, à quoi servait ce câble, etc. Là, déjà, c'est de plus en plus facile, mais ça peut arriver des moments, bah voilà, on a des systèmes qui plantent complètement, on ne sait pas trop pourquoi, ça reste quand même une partie technique que bah, nous, sur le terrain, on ne maîtrise pas forcément. Donc voilà, on fait un petit peu avec, et c'est aussi un petit peu la beauté de ce Ouais. boulot-là, c'est que des fois, ben, tu filmes, tu es tout content, tu sais que tu as ton image, tout ça qui passe, et des moments, tu as une merde, et ben, tu dois essayer de la régler en direct dans le sac à dos, quoi. C'est super intéressant. Ça me fait penser à un échange que j'avais eu avec Martin Kérusoré, alors qui est dans son univers, ça s'appelle pas Camera Runner, forcément, parce qu'il n'y a pas de runner, Mhm. mais c'est Mediaman embarqué. Donc il fait ce que tu fais, mais sur les voiliers de D'accord. course, où ça va super, super vite, tu vois. Et lui, il y a des Ouais, challenges aussi, parce que les éléments sont souvent, bah, c'est déchaîné. Les bateaux, ils vont à une vitesse folle. Il y a de ouais, l'eau de mer partout. Et lui, il est spécialisé en plan drone. Et donc, ouais, c'est fou parce qu'en fait, il disait un peu comme toi que le matériel évolue beaucoup et que quand il s'est lancé, en fait, c'était très compliqué de faire sortir un drone en pleine mer, en pleine course. ouais, Mais ouais, j'imagine. qu'aujourd'hui, tu vois, entre la maîtrise technique, bah, comme toi, hein, au fur et à mesure des courses, bah, il gagne en maîtrise technique. Et le matos qui évolue, bah, maintenant, franchement, des fois, tu vois des plans drone, tu te dis, mais comment il fait pour faire voler un drone, tu vois, entre les Ouais, ouais, vagues, il esquive les gerbes, ouais, là, la grand voile et tout. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Donc ouais, passionnant de voir qu'il y a tu vois, ces métiers qui apparaissent et qui ouais, permettent c'est vrai, ouais. bah, en fait, à plein de gens de vivre des événements comme ça de l'intérieur. Euh, du coup, ça m'amène à une question que je lui avais posée aussi. C'était, enfin, je crois, je mettrai le lien vers l'épisode, comme ça il y en a qui pourront aller vérifier. Mais est-ce que tu arrives quand même à être. Tu parlais, tu vois, de ce qui t'attire dans l'ultra trail, enfin le trail en général, c'est euh, la liberté, l'évasion, l'outdoor, la nature. Est-ce que tu arrives sur ces missions, on va dire, de caméra runner, pardon, à profiter quand même de ce qu'il y a autour de toi, ou tu es concentré sur où est-ce que je place ma caméra, bien filmer les deux, trois bonhommes ou femmes qu'il y a devant moi. Est-ce que voilà, est-ce que Alors, tu arrives quand même à profiter un peu ou tu es obnubilé par la mission? on est quand même bien concentré sur ce qu'on fait. Il y a quand même des enjeux derrière. Puis même, en fait, je me mets à la place des téléspectateurs qui regardent un petit peu les images. Il faut qu'on soit concentré quand même toutes les minutes sur ce qu'on filme. Alors c'est sûr que quand on filme sur des ultras, bah, des fois on marche, donc là on peut regarder un petit peu le paysage qui nous entoure. En fait, ça va dépendre des cours. Je pense que sur les ultras, on est un peu plus souple, on est un peu plus libre, mais il faut quand même toujours vérifier le cadrage et être concentré sur ce qu'on va filmer, donner les bonnes informations. Faut prendre conscience aussi qu'on a tout le temps, on est tout le temps en contact avec la régie en fait, grâce à des oreillettes. Et donc on discute aussi des fois avec eux s'il y a un souci, s'ils nous disent ben voilà derrière ça revient, il y a peut-être le top 3 là qui revient sur le deuxième, du coup il va falloir que tu changes. Donc en fait il faut quand même être bien concentré, et c'est sûr que ben dans ce boulot là, sur les moments où je filme, ben là, je suis pas là, moi, pour profiter de Ouais. l'environnement, de la montagne. Je suis là pour faire mon boulot, c'est-à-dire retransmettre les images, faire quelque chose de le plus qualitatif possible.
Et derrière, moi, c'est plus sur mes sorties d'entraînement perso que je vais profiter du trail et de ce que peut apporter le trail et la liberté que ça apporte. Mais sur le boulot, j'essaie quand même de rester le plus rigoureux possible et le plus professionnel pour que ça se passe bien. Ok. Euh, Si je suis sûr, ta page UTMB, ton profil coureur UTMB, je pense qu'il y a peut-être pas toutes les courses que tu as faites, mais là, en tout cas, il y en a énormément qui sont listés avec des classements très impressionnants, régulièrement des podiums ou des victoires. La question que je me pose, c'est quand tu es en tête de course, que tu dois filmer, tu vois justement, on va dire, les trois premiers hommes, femmes sur un UTMB, par exemple. Est-ce que toi, tu le sens vraiment qu'il y a une grosse différence de niveau sur leur capacité physique, la vitesse, etc. Ouais, c'est vrai que généralement, je filme les courses. Alors, ça va dépendre des courses, mais les courses UTMB, on sent quand même. Enfin, moi, je suis toujours impressionné par le rythme, en fait. C'est vrai. Le rythme des premiers sur 170 km. Alors, c'est sûr que moi, quand je commence à les filmer, si je les prends au bout de 100 km, déjà, je suis en rando course. C'est-à-dire que je vais pas forcément beaucoup me fatiguer. Mais je me dis, mais je me sentirais pas capable, en tout cas, de tenir le rythme qu'ils ont actuellement après 100 km. Tu vois, j'ai déjà fait des courses un peu plus longues, mais ouais, je suis vraiment étonné en tout cas de leur capacité à tenir longtemps sur ce rythme-là. Bon, ça, je me dis quand même que je me dis que c'est pas impossible dans le sens où je me suis jamais vraiment entraîné pour. Du coup, pour moi, ça reste pas quelque chose de totalement impossible. Par contre, quand je filme sur des courses, typiquement, ben, Sierzinal, qui était une course en Suisse, là, ben, qui a été remportée par des Kenyans, et ça se court 30 km en moins de 2h30 avec 2000 mètres de dénivelé. Là, quand je filme ces courses-là, et là, quand je les suis et que je suis capable de tenir que 10 minutes, je me dis que c'est vraiment un autre monde. C'est vraiment, il y a vraiment c'est incroyable. Enfin, à chaque fois, d'ailleurs, quand je me prépare à filmer, en fait, je me fais un échauffement comme si j'allais faire une course. Je me souviens des championnats du monde en Autriche. Je filmais donc la course verticale, donc ça partait, il y avait 7 km, 1000 mètres de dénivelé. Donc les premiers ont mis 40 minutes, c'est les Kenyans qui ont gagné. Patrick Kipengeno, il me semble. Et en fait, là, je me prépare comme si j'allais faire une course. Et moi, le but, c'est de tenir le plus longtemps possible. Et voilà, on a des sections de 200, 250 mètres de dénivelé jusqu'à 300 mètres, quand c'est des courses vraiment courtes comme ça. Donc, c'est environ 10 minutes, enfin voilà, 10 minutes de course. Et là, ouais, c'est un autre niveau, quoi. Vraiment, je suis, enfin, je suis épaté et je suis incapable de tenir ce rythme-là durant 40 minutes. Et fort heureusement, parce que du coup, je serais champion du monde sinon. Mais là, du coup, c'est incroyable. Pareil, quand je suis Rémi Bonnet bah, sur Cerzinal, enfin, c'est des allures en côte, on va des fois jusqu'à 1900, 2000 mètres heure sur certaines Oh là sections. là. Et en fait, c'est des allures de fou, quoi. Et bah, moi, c'est incroyable jamais en course, j'aurais pu courir avec ce genre de coureur-là et être à ce niveau-là, en fait, avec eux. Et là, du coup, ben, moi, je suis là pour profiter et je le prends comme un défi en me disant, ben voilà, tu es avec des coureurs de niveau mondial. Bah, tu parlais tout à l'heure Kylian Jornet, Mathieu Blanchard. Bah, en fait, profite. Tu vas peut-être les filmer que 15 ou 20 minutes sur certaines courses. Ou des fois, tu vas les filmer une heure et demie pendant des ultras. Mais en fait, bah, en course, tu n'auras pas le niveau pour les suivre. Donc, en fait, je suis là, tu profites et tu essaies de tenir le plus longtemps possible et de voir un petit peu, voilà, de profiter de cette ambiance-là et de courir avec eux pour voilà, tirer un petit peu aussi une certaine satisfaction de notre métier et de dire, voilà, ce que je fais aussi, ça permet de le retransmettre un petit peu bah, à tous les téléspectateurs qui suivent la course et de faire suivre une course en direct, en trail, c'est quand même chouette, quoi, parce que Ouais. c'est un sport qui se démocratise de plus en plus et qui devient de plus en plus professionnel. Et voilà, la professionnalisation, elle passe aussi par les lives de course. Et donc, c'est vraiment chouette. Moi, j'apprécie beaucoup, en tout cas, ce boulot. Même d'un point de vue émotion, etc., je trouve que c'est vraiment génial d'avoir cette caméra embarquée, entre guillemets, enfin en tout cas un cam runner. Il me semble que tu avais mis sur la Sierzinal, il y avait Kylian Jornet, non? Ou Alors, pas? cette année, il n'y était pas. Cette année, il n'y était Alors, pas. Il a été blessé. parce qu'il me semblait Et que tu avais mis une story, alors ça va être une autre course, où justement on voit un groupe de Kenyans qui lance une oui. attaque et tu as Kylian Jornet qui dépose tout le monde. C'était peut-être Sierzinal l'an passé. Ah, ça devait être l'an passé alors. Ouais, 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 ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que bah, déjà, on se rend bien compte que l'allure est complètement hallucinante. Mais surtout, on t'entend. Il me semble que c'était toi, mais peut-être que je dis une bêtise. En tout cas,
je me rappelle de cette story, on entend le caméra runner la respiration en fait. Ah oui, oui, C'est ça on me ça, le c'est dit toi, hein? souvent en fait. Ouais, ouais. Ouais. Alors ça, ça a été le cas aussi au championnat du monde cette année où, en fait, généralement le son de la GoPro ne peut pas être coupé. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, on entend le son de nous des fois, de ce qu'on dit quoi. Et en fait, on nous entend souffler très très fort. Et ça fait toujours. C'est marrant parce que souvent après, moi, quand je finis de filmer, derrière, j'ai plein de retours de gens qui disaient. Enfin sur le chat, des fois il y a des chats sur YouTube quand c'est ou sur Facebook ou autre, qui disaient en fait les caméramans étaient plus encouragés que les coureurs parce qu'on sentait que nous on souffrait plus, tu vois, on C'est soufflait ça. tellement qu'ils nous disaient mais ouais trop fort les caméramans, et ils arrivent déjà à tenir 10 minutes, c'est génial, on les entend souffler et du coup ils nous encourageaient en fait à travers le chat. Enfin nous on le savait pas forcément mais c'est marrant effectivement, ouais on est obligé en fait, comme je te disais sur des courses super courtes en fait nous on se met au taquet quoi, je veux dire on calcule pas notre effort et on va jusqu'à explosion entre guillemets. Donc Ouais. on est là, on sait au moment où on va partir qu'on va se faire mal et que ça va être difficile. Mais on sait aussi qu'on n'a pas de pression parce qu'en fait, nous, on essaie de faire le mieux possible. Et certains moments, ben, il y a des jours où on est en forme, on peut tenir un peu plus longtemps, et il y a d'autres jours où on est moins en forme, et ben on va perdre un petit peu de temps, quoi. Mais Ouais. enfin, en tout cas, un peu de temps. On va pas réussir à tenir toute la section qu'on devait tenir. Donc voilà, ça dépend un petit peu, mais c'est marrant des fois de se sentir encouragé ou même des fois sur le bord des sentiers. C'est, je vois au championnat du monde, par exemple, des fois il y avait des Français qui me reconnaissaient et qui m'encourageaient sur le bord de sentier. Ils encourageaient même pas les coureurs, tu vois. Ils disaient allez, tiens le plus longtemps possible, tu vois, allez accroche-toi, tu vois. C'est marrant. C'est toujours des moments sympas, quoi. Bah, en fait, je trouve que ça humanise entre guillemets la Ouais, performance, tu vois, parce que sur cette story notamment, bon, moi, je t'ai vu, je t'ai vu sur le stage Harvick, et puis voilà, quand on voit ton profil UTMB, on voit bien que t'es pas le coureur du dimanche. Enfin, je veux dire, tu es en mm, excellente forme physique, tu cours très régulièrement, tu as d'excellents résultats. Et de t'entendre, en fait, bah, clairement, on entend que voilà, ouais, c'est un effort monstrueux, tu es sans doute déjà dans le rouge. On se dit, ah ouais, non, mais en fait, ça permet de réaliser. Tu sais, des fois, ouais, quand tu vois, je sais pas, des joueurs de tennis ou des sportifs ou des sportifs qui font un mouvement, c'est tellement à haut niveau que ça paraît fluide, facile. oui, Mais en fait, du effectivement, coup, ouais, de voir les ouais, caméramans, ah pour ceux ben qui ont c'est la sûr. chance d'être à côté ou de t'entendre, ça permet de relativiser, de te dire, ouais, non, en Mm, fait, c'est vraiment un autre, ils sont dans un autre univers. Là, ce que je suis en train de regarder en live, c'est une dimension hors norme. Donc, je trouve ouais. que c'est très sympa pour ça. Ah bah, c'est chouette, ouais. Effectivement, on nous le dit un petit peu souvent, mais ouais, c'est bien et je pense que ça permet de se rendre compte effectivement des vitesses des meilleurs coureurs et comme je disais, on est impressionné quoi. Enfin, nous en tant que caméra runner, on est impressionné et puis vous comme ça, effectivement derrière l'écran, les téléspectateurs, ça permet aussi de se rendre compte des vitesses de fou et et ouais, même quand on n'est pas sur le terrain, bah, on voit la vitesse du coureur, on sent effectivement derrière le caméraman il respire et je pense que c'est intéressant à suivre. Yes. Sur l'UTMB, est-ce que tu as eu la chance pendant ton. On va parler après de ta MCC que tu n'as pas filmé mais que tu as couru, où tu fais un podium Ouais, d'ailleurs. Bravo encore pour ça. Et merci. sur l'UTMB, est-ce que tu as eu la chance d'être sur les sections quand tu filmais où il y avait ces espèces de rassemblements avec genoux dans le gif, etc., qui ont fait des trucs de folie furieuse? Alors, ouais, j'ai pas été sur ces sections-là. Malheureusement, j'aurais adoré pouvoir filmer derrière Courtenay au moment justement au Ah col de la ouais. Forte là, parce qu'il y avait une ambiance de fou. Alors, j'ai été quand même, enfin, j'ai filmé moi sur les dernières sections, notamment vers la Flégère. Donc la dernière montée et en haut, au dernier ravito au sommet de la Flégère, il y a quand même toujours du monde. À ce moment-là, j'étais avec Zach Miller et c'est incroyable. Enfin, même nous, en fait, on a des frissons. Même si on n'est pas dans la course, en fait, on a des frissons parce que t'as du monde autour. C'est incroyable. Et ouais, enfin, il y a de l'engouement pour le trail et pour l'UTMB. C'est incroyable. Et nous, en tant que caméra runner, on profite aussi de ces moments-là. Alors, on passe inaperçu parce que justement, nous, on doit faire l'image et les gens sont omnibilés par le coureur et vont vraiment l'encourager à fond, mais on ressent quand même cette énergie et c'est incroyable de vivre ça. Donc, j'ai loupé le col de la Forclaz, mais il y en a eu d'autres sur le TMB et je pense qu'il y a de plus en plus de moments où les coureurs sont encouragés et tant mieux aussi pour eux parce que je pense que quand tu fais un ultra de 170 km, bah, tu es content derrière d'avoir du monde qui te supporte et Ouais. ça te relance quand même beaucoup. Je pense que c'est quand même une aide incroyable d'avoir tout ce public, cette effervescence au niveau de cette course. Ouais.
Ah ouais, bah il y a une énergie. Franchement, s'il y en a qui n'ont Ouais. pas vu, allez regarder. Je pense qu'il doit y avoir des shorts sur YouTube ou sur Insta. Col de la Forclaz UTMB, que ce soit les images de Courtenay ou même Mathieu Blanchard, je crois. Ouais, Mathieu Blanchard aussi. Ouais, c'est J'avais vu possible. quelques En fait, vidéos. Putain, t'as une énergie, mais ouais, tous les coureurs du top 20, top 30 ont été vraiment beaucoup, beaucoup encouragés au niveau du col de la Forclaz. Et ouais, c'est des images incroyables. Enfin, les c'est à fumigènes, voir. là, Ouais. c'est hallucinant, vraiment hallucinant. Mm. T'as eu ça sur la MCC du coup? Donc MCC 40 Alors, kilomètres, s'il y en a qui l'ont plus en tête, plus de 2000 mètres de dénivelé, hein, si je me 2003. c'est ça. Là, ils avaient légèrement. Alors, cette année, la MCC, c'était la première course de la semaine. Enfin, c'est toujours la première course de la semaine. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai couru, parce que derrière, ça permettait aussi Ouais. d'aller filmer sur les autres courses de la semaine. Euh, et on a eu de la neige, donc ils ont légèrement changé le parcours. On a eu météo compliqué, neige au col de Balme. Donc, on a fait 37 km et 2400 mètres de dénivelé. Et nous, en fait, sur les premières courses de la semaine, et je pense que sur quasiment toutes les courses hors UTMB, il y a moins d'ambiance. Enfin, la course la plus attendue, ça reste l'UTMB. Donc, en fait, les autres courses dans la semaine, il y a toujours du monde sur le bord de sortie pour encourager, mais il y a un moins gros engouement parce que voilà, c'est pas l'UTMB, c'est pas la grande course. Et dans tous les cas, ça reste, enfin, de courir sur un événement à Chamonix. Nous, je pense que là où il y a voilà, le plus d'effervescence, ça restait quand même l'arrivée. Ou dans tous les cas, sur la ligne d'arrivée à Chamonix, bah, en fait, que tu cours la MCC, que tu cours l'OCC, la CCC ou d'autres courses, en fait, t'as quand même toujours du monde, notamment pour accueillir les premiers et les premières sur la ligne d'arrivée. Donc, ouais, c'était quand même un bon moment sur cette MCC. T'avais quoi comme objectif initialement, s'il y en C'est avait? difficile. Alors moi, enfin, c'était un de mes objectifs de l'été, cette MCC. Je m'étais entraîné un petit peu les mois précédents pour ça, enfin notamment les quelques semaines précédentes. J'avais fait une course de préparation qui était la course du Canigou dans les Pyrénées. Ça s'était plutôt bien passé. Par contre, j'avais pris Tu termines vraiment. deuxième. Ouais, je termine deuxième. Ouais. La course du Canigou, c'est une course un peu mythique. C'est une des plus vieilles courses en France. Je crois que la première édition a eu lieu en 1905 ou 1907, je me souviens plus exactement, mais ça reste une ancienne course, donc très très sympa. En fait, on monte au sommet du Canigou et on redescend. Et du coup, j'avais fait cette course de préparation, mais dans la descente, j'avais pris des énormes ampoules sous les talons et j'avais totalement perdu la peau de mes talons à ce Ah oui, moment-là. j'avais vu. J'avais vraiment, enfin, les deux talons étaient à vif et la MCC était 3 semaines après. Du coup, j'ai pas pu retravailler en fait la descente jusque-là. Donc j'arrivais, je savais que j'étais en forme en montée. Par contre, en descente, j'étais pas très très serein sur ma capacité à engager assez fort. Et finalement, bah, ça s'est plutôt bien passé parce que pour moi, un podium sur la MCC, ça reste une super course. Je suis super content de mon chrono aussi puisque je visais 3h30 et j'ai couru en 3h22, je crois. Et en plus, la gagne est vraiment pas loin parce que voilà, on a couru longtemps en groupe. Ça s'est joué quand même à pas grand-chose pour aller chercher la victoire. Et devant, bah, c'est des super coureurs, Simon Pacard et Clovis Chavreau qui finissent juste devant moi. Bah voilà, c'est des coureurs du team Sidas Matrix voilà, qui sont vraiment des très bons coureurs et de pouvoir m'accrocher à eux pendant une grosse partie de la course, bah, c'était quand même une bonne satisfaction et j'ai senti du coup que j'avais quand même progressé sur ce genre de format. Voilà, il en manquait un petit peu pour aller chercher la victoire, mais ça reste quand même une belle performance à mes yeux. Et je suis content d'avoir pu courir voilà, cette course à Chamonix. Après, j'ai prends conscience aussi que, voilà, et je le savais déjà, mais la MCC, ça reste une des petites courses de l'UTMB. Et en fait, ceux qui veulent vraiment se mesurer au haut niveau et à la performance vont plutôt courir l'OCC, qui est une course de 53 km. Donc ça reste plutôt une distance entre guillemets courte, mais c'est celle qui représente voilà, le plus de niveau, en tout cas, sur ce genre de format. Et peut-être que l'an prochain, j'irai sur ce format-là, mais voilà, faut se rendre compte aussi que je pense que la MCC, il y a une densité qui est moins élevée que les autres courses de l'UTMB, quoi. Ok. Et l'UTMB, la course en tant que telle, ça serait un objectif potentiellement un jour? Ben, pas forcément, je suis pas forcément attiré par les ultras en course. Je préfère les ultras en mode perso, c'est-à-dire je préfère Off. voilà, en off, aller faire mes propres itinérances. Mais c'est sûr que quand tu vois l'engouement, enfin, il y a quand même, comme tu disais, une énergie assez spéciale qui se dégage autour de cet événement. Et moi, un jour, faire l'UTMB, enfin, en tout cas, faire le tour du Mont Blanc un peu en mode chrono, oui, ça pourrait m'intéresser. Alors, c'est sûr que de le faire en course, ça pourrait être bien.
Mais ça sera pas dans les prochaines années, pas dans les 5-6 prochaines années à mon avis. Et encore une fois, il faudra voir un petit peu le système de qualification, tout ça, parce que ça devient de plus en plus compliqué quand même pour aller courir une course de l'UTMB avec leurs fameux Running Stones. Même pour les athlètes élites, c'est pas évident des fois d'aller se qualifier. Donc à voir comment la course évolue, peut-être dans une dizaine d'années, mais actuellement c'est pas dans le programme, quoi. Ok, peut-être un objectif long terme alors. Ouais. Excellent. Excellent. Bah écoute, Fleury, on arrive au bout. C'était super intéressant. Est-ce que toi, il y aurait un message que tu as envie de faire passer? Alors, on a parlé de plein de choses différentes, mais que ce soit Across Norway, la place du sport dans ta vie en général, ce que tu fais en tant que caméra runner, ta pratique du trail. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui synthétiserait un peu, tu vois, tout ce que Bah, l'esprit, on va dire, qui relie tout ça? enfin moi je fais les choses plutôt par passion, donc c'est sûr que ça soit au niveau de la course à pied, de mon boulot, bah voilà, ça tourne quand même au milieu du mes projets perso, ça tourne autour du sport, de l'orientation, et moi je vis plutôt ouais, pour ma passion et pour mes passions, et donc voilà, je pense que c'est ce qui résume un petit peu ce que je fais dans la vie et le projet que je vais mener quoi, mais voilà, j'ai pas pour objectif de devenir le meilleur dans telle discipline ou de me professionnaliser à fond dans tel travail ou autre, mais en tout cas, je souhaite tout simplement continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais au quotidien et mener des projets perso qui me font rêver et qui me donnent envie de continuer à m'investir dans le sport. Excellent. Toute dernière question, c'est une carte de quoi que tu as derrière toi? Parce que moi, je te vois, il y a une énorme carte affichée au Ouais, mur. en fait, dans ma chambre, mais tu vois pas, mais devant moi aussi, il y a beaucoup de cartes. Non, ça, c'est une carte en fait, c'est toutes les Alpes sous format cartesienne, mais 1/50 millième. Du coup, Ok. voilà, il y a quasiment toutes les Alpes. Hein, ça descend jusqu'au Mercantour. Donc, Donc, quand tu voilà. veux te planifier un itinéraire, tu fais quoi? Tu fermes les yeux, tu te Ouais. poses le doigt et tu te dis, je pars de là. Ouais, non, mais j'aime bien regarder les cartes. C'est vrai que, mais même ici dans notre maison, on est entouré un petit peu de plein de cartes et de plein de cartes différentes. Et je trouve ça beau, en fait, les cartes. Et ouais, des fois, j'aime bien me dire, soit planifier quelque chose avant. Des fois, ça peut me donner envie quand je vois des lignes de crête, des choses comme ça. Ou alors, quand j'ai fait quelque chose, essayer de le retracer sur cette carte-là et de dire, ah ouais, en fait, j'ai fait Ouais. ça, ça, ça. C'est trop bien. Ah, j'adore. J'adore les cartes et c'est une passion. Génial. Un grand merci Fleury, c'était génial. Bah, déjà, de rééchanger avec toi quelques mois après le stage et puis bah, que tu nous racontes un petit peu ton parcours plus en détail. S'il y a des gens qui veulent te suivre, le plus pratique, c'est Instagram, te suivre ou interagir. Ouais, je pense, ouais. Après, Ouais, je suis pas un énorme communicant, mais je communique un petit peu sur ma pratique du sport, de mon boulot aussi. Je mets quelquefois quelques posts, voilà, sur mon boulot de caméraman ou de formateur avec Harvick. Donc, ouais, si on veut me suivre sur des projets perso, l'an prochain, je prévois un gros projet au Népal aussi, de traversée de l'Himalaya népalais, en fait, une course qui s'appelle la Great Himal Race. C'est une course de 2 mois, bah voilà, et qui fait 1800 km, donc qui aura lieu en avril et mai. Donc voilà, c'est 1800 km à travers le Népal et je prévois aussi de communiquer un petit peu sur ce projet-là. Donc si certains souhaitent suivre ce projet, ben voilà, on peut me génial. suivre sur Instagram. Et du Voilà. coup, par curiosité, tu pars d'où? Ouais. T'arrives d'où sur cette course? Alors, j'ai pas le lieu de départ et de l'arrivée. Je sais qu'on part tout à l'est du Népal et Ok, qu'on prend l'Himal Trail, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le chemin qui traverse en fait bah, tout le Népal d'est en ouest. Il y a d'ailleurs des records, j'ai plus le nom, je crois qu'il y avait Ryan Sanders qui avait fait un des records hommes. Voilà, donc c'est une aventure de entre 40 et 45 jours environ. On passe sur des cols jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Donc là, je pense qu'il y aura d'autres facteurs à gérer cette fois qui seront peut-être. Il y aura pas l'humidité comme le Cross Norway, mais il y aura plus le facteur d'altitude, ouais. d'acclimatation. Donc ça va être intéressant. Voilà, après, j'ai pas encore. Il me reste encore quelques mois pour planifier, pour préparer tout ça. Mais c'est l'idée. Donc ça va me prendre encore 2 mois ce projet-là. Et ça va me Waouh. permettre de découvrir le Népal aussi en intégralité et de passer dans des endroits qui font quand même rêver. Mais ça, du coup, c'est rando trail ou c'est vraiment trail trail Ouais. sac Non, ça sera rando trail parce que c'est en semi-autonomie. En fait, D'accord. je crois qu'on sera qu'une trentaine au départ de la course. Alors c'est une course, mais c'est pas vraiment une course. Les gens le voient plutôt comme une aventure,
mais il y a Ouais. quand même un classement au final derrière. Donc tu pars avec ton duvet, tu pars avec tout ton matos et tu dors soit dans des petits camps, soit dans des hameaux, des choses comme ça. Des fois, sur certaines sections, on aura la tente sur quelques jours. Et je pense que c'est tellement long que on pourra pas courir. Enfin, moi, je ferai de la rando course. Hein. L'idée, ce sera de marcher, de marcher en montée et puis de trottiner si possible en descente et à plat. Ouais. Et globalement, c'est des étapes qui font entre 30 et 35 km, 40 km maximum, je crois, les plus grosses étapes. Donc voilà, ça donne un petit peu un ordre d'idée, ce qui fait que Génial. voilà, ça, Excellent. ça Écoute, va être long. hâte de suivre ça. Et tu dis que ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle la Great Himal Race. Great Himal Race, c'est une association qui s'appelle les Chevaliers du Vent qui organise ça. Voilà, il y a tout un dossier pour s'inscrire à la course. C'est un truc un peu confidentiel quand même. Disons que c'est pas le genre de course qui va être communiqué Ouais. sur tous les réseaux ou autres. Mais ça reste de belles courses. Je connais bien l'organisateur, donc c'est Bruno Poirier qui en fait organise des courses au Népal. Tu pourras aller le rechercher. Il organise des courses au Népal depuis 1990, je crois. C'est un passionné. Il a déjà fait énormément de voyages là-bas. Et il avait déjà fait une première édition de cette course-là, je crois que c'était en 2007. Et là, en fait, 2024, c'est la deuxième édition de la grande course. Du coup, je voulais pas louper ça. Je voulais pas louper ça et je voulais en profiter, voilà, de me dire, voilà, c'est l'opportunité. Je sais pas si cette course aura lieu à nouveau. Peut-être qu'elle aura lieu dans 20 ans. Peut-être que dans 20 ans, j'aurais plus envie de la faire. Du coup, je saute aussi sur l'occasion de me dire, allez, je suis jeune, j'ai l'opportunité de la faire. J'ai pas envie de louper ça. Génial. Bah, écoute, j'irai regarder. Ouais. Sacré défi à venir. Merci encore, Ouais. Fleury. C'était génial. Et à une prochaine pour peut-être qu'on se fera un débrief de ta Great Himal Ouais. Race. Et merci en tout cas Loïc pour de m'avoir fait venir sur le podcast et c'est toujours un plaisir aussi de t'écouter. J'écoute quand même aussi tes podcasts. Je suis un Merci. fan de podcasts quand je fais des sorties longues et voilà, tu fais partie de ceux que j'écoute aussi et c'est chouette. J'aime bien découvrir les différentes personnalités aussi des différents intervenants que tu as sur ton podcast. Donc ça me faisait plaisir d'être là aujourd'hui et voilà, je continuerai à écouter tes podcasts. Super. Merci beaucoup, Fleury. À bientôt. Merci Loïc, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet échange avec Fleury jusqu'au bout. J'espère que comme ça a été le cas pour moi, vous aurez ressenti cette passion pour le sport et l'outdoor qu'il dégage. Qui sait, peut-être que ça aura même suscité des vocations et qu'on a dans l'audience de futurs caméra runners sur de grandes courses de trail. Cet échange, comme tous les autres, est diffusé gratuitement. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de m'aider à donner de la visibilité à mes invités exceptionnels en laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Pensez également à partager l'épisode autour de vous à toutes les personnes que les sujets de trail, d'aventure, de sport en général intéressent. Enfin, si vous voulez m'envoyer des feedbacks ou des suggestions d'invités, vous pouvez le faire sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode avec une coach de trail.